Bonjour Séverine. Bonjour Missia, nous voilà pour notre dernier rendez-vous dans ces vidéos et on est aujourd'hui toujours dans l'accomplissement en lien avec le collectif et les relations. On se posera aussi la question, mais tiens, comment concilier à la fois autonomie et interdépendance? Hmm. On a vu au début de notre parcours avec l'accueil et l'acceptation que au début, peut-être on s'occupe du collectif des autres pour pas trop aller voir à l'intérieur de soi. C'est ce qu'on va appeler le sauveur. Mais quand on en a marre de s'occuper des autres, et de s'oublier aussi, il y a un moment donné, on va commencer à aller vers soi. Et une fois qu'on y a été, qu'on a pu accueillir ce qui se passe, ce qui s'est passé, qu'on a accepté, une fois qu'on a pu se remettre en mouvement, eh bien, il va y avoir aussi une nouvelle manière d'être au collectif qui est possible. Donc, même si on l'a mis en stand-by un moment, c'est absolument pas pour l'oublier et rester dans uniquement son propre individu. Ce lien au collectif peut se réaliser autrement et on peut dire même que c'est une finalité importante du parcours. Et oui, et quand je t'entends parler euh, d'abord d'un parcours individuel avec la finalité qui est le collectif, la collectivité, euh, bien sûr je peux pas... enfin, ce qui me vient en tout cas comme directement, c'est le schéma de la communication non violente mise en place par Marshall Rosenberg. Euh, Il y a même une petite analogie encore qui me vient, que j'avais notée il n'y a pas longtemps avec lui. Lui parle d'esclavage affectif. Quand dans la phase où nous sommes plutôt dans une posture de porter la responsabilité des besoins et des sentiments des autres. Et c'est quand on s'occupe des autres, comme ça, le sauveur, hein, qu'on peut aussi nommer comme ça. Et quand on en a marre, lui, il appelle ça la phase exécrable, où il y a quand même pas mal de colère qui est là de devoir endosser, parce que jusqu'à présent, j'ai endossé la responsabilité de tout ce que tout le monde ressent. Euh, et donc là, ça mène à l'introspection, évidemment. Euh, et lui parle après de libération affective au moment où nous prenons la responsabilité de nos intentions, de nos sentiments et de ce que nous voulons mettre en place par la suite, suite à tout ce parcours d'accueil, d'acceptation, d'accomplissement de soi et puis vers les autres. Et c'est là qu'intervient une autre notion qu'il qu'il explore aussi dans tout son modèle, c'est l'interdépendance. Donc, puisque il n'y a rien à faire, nous humains sommes câblés pour vivre dans le lien à l'autre. Qu'on le Mm. veuille ou pas, c'est une des choses peut-être que nous devrions accepter à un moment donné de notre vie. Et la question qu'on peut se poser aussi, c'est comment euh, équilibrer le besoin d'interdépendance et d'autonomie aussi. Comment concilier les deux. Et donc Marshall Rosenberg, il voit ce besoin d'interdépendance tout d'abord comme un besoin fondamental de l'être humain, euh, comme l'autonomie, hein. Mais si on prend un peu la définition qu'il en donne, il extrapole un peu l'interdépendance, il la décline de toutes sortes de façons, et donc, euh, bien sûr, il dit que c'est un besoin humain fondamental, et puis, dans ce besoin, il met la notion des dimensions d'acceptation, d'amour, d'appartenance communautaire. Donc, on revient dans le collectif, là, vraiment. Mm. Euh, Chaleur humaine, confiance, tout ça, c'est quand même relatif au lien à l'autre. Et une des dimensions que moi j'ai envie de mettre en lumière, c'est vraiment la contribution à l'épanouissement de la vie. Donc Mm. l'interdépendance pour lui, c'est aussi pouvoir exercer pleinement ses talents au service de la vie. De la Mm. vie et donc de la vie en collectivité aussi, puisque une autre dimension qu'il y met, c'est le soutien et le respect. Et donc c'est vrai que si on conjugue tout ça ensemble, l'interdépendance, elle devient intéressante, épanouissante, et sans doute qu'elle nous mène aussi un peu vers le bonheur. Mm. Euh, En tout cas, que le bonheur peut être une des conséquences de l'interdépendance aussi, ou une des dimensions, bon. Ou Mm. l'interdépendance, une des dimensions du bonheur. Enfin, ça dépend un peu dans quel sens on regarde tout ça. Euh, donc ça, c'était le créateur de ce modèle.
Et en Belgique, nous avons la chance d'avoir vraiment une référence dans le domaine de la communication non violente, c'est Thomas Dansembourg. Euh, un de ses premiers livres, je pense assez connu, c'est Cessez... C'est quoi? Soyez vrai? Cessez d'être gentil, soyez Essayez vrai. d'être gentil, soyez Soyez vrai. vrai, c'est ça, merci. Et lui parle de responsabilité citoyenne en lien avec cette communication non violente, puisque c'est son outil évidemment favori. Et il dit que si chacun prend sa responsabilité citoyenne, la développe en tout cas, le monde a des chances de tourner un peu plus rond. Voilà. Et oui, et c'est très intéressant ce que tu dis aussi. Ça veut dire qu'on a vu que dans l'accomplissement, finalement, le bonheur était dans le faire. Et en fait, en faisant, bien, on ne fait pas seul. Et quelque part, ça va développer pas seulement des habiletés pratiques, j'ai envie de dire, mais aussi des habiletés relationnelles. Et davantage en plus, une fois qu'on a fait ce parcours d'accueil et d'acceptation. Donc forcément, il va y avoir un aspect collectif qui va venir se mettre là puisque en mettant qui je suis dans le réel, comme on l'a vu la dernière fois, mais on commence à contribuer aussi au bien-être de la collectivité. On s'incarne avec un peu plus de conscience. euh, et ça, c'est important. Alors, en philosophie, on se pose parfois la question, ben, le bonheur est-il une affaire privée? Et quand se pose la question de l'affaire privée ou l'affaire publique, finalement, assez vite, on en vient à de la philosophie politique. Hmm. Donc, on en vient à ben, comment prendre les décisions justement pour assumer, que soit possible un bonheur collectif, un bonheur commun. Si on prend par exemple la Constitution française, l'article numéro 1 dit que le but de la société est le bonheur commun. Et donc, il y a une forme de réflexion politique importante sur, dans les mesures qu'on prend, comment est-ce qu'on assure ce bonheur-là. Si tant est que les politiques s'en soucient, en tout cas, ce sont des règles importantes. Mhm. Et évidemment, la philosophie donc, va s'intéresser à ben, comment on prend les décisions, quels impacts elles ont et comment est-ce que, par exemple, avec les utilitaristes, on va arriver à promouvoir le plus grand bonheur du plus grand nombre. Hmm. Et oui, ça c'est une sacrée responsabilité et un sacré projet aussi. Et Euh, oui. et atteindre le bonheur du plus grand nombre, c'est pas toujours évident d'effectuer les choix, parce on doit quand même choisir des choses de ce qu'on met en place, les décisions à prendre, les lois sans doute à édicter si on parle ici de philosophie politique, on ne peut pas évincer la loi. Euh, il y a Ce aussi... qui est un peu, ouais, ce qui est un peu compliqué, c'est comment est-ce qu'on peut définir de façon globale pour tout le monde qu'est-ce que le bonheur, puisqu'on a vu qu'en même temps, ce qu'est le bonheur est aussi subjectif et individuel. Mais ça voudrait dire qu'il y a quand même deux aspects importants. Il y a cet aspect individuel, mais il y a peut-être aussi un aspect collectif, même au-delà de ma contribution, qui demanderait un certain cadre social, un certain cadre politique. Alors, le thérapeute, lui, évidemment, il n'est pas dans ses décisions politiques, il n'est pas dans cet aspect social, mais comme tu l'as très bien dit avec Marshall Rosenberg, la CNV, il y a cette idée de finalité qui est une forme de contribution, de partage. Enfin, le bonheur, on a envie de le partager et la joie, on a envie de le partager. Ça vient un peu se mettre en porte-à-faux aussi avec ce qu'on a déjà vu dans d'autres vidéos hein, sur les injonctions au bonheur. Hmm. On peut avoir des injonctions au bonheur qui font que, ben, en fait, on n'a pas trop le choix, hein, il faut être heureux. Et ben, on voit que souvent, c'est promu dans une certaine forme de développement personnel aussi, mais qui est pas seulement dans le domaine privé, mais on voit aujourd'hui se développer ça dans un domaine public qui est le travail. Hmm. Et Oui. donc, dans les entreprises, s'est développé un poste hein, qui est le Chief Happiness Officer, donc le responsable du bonheur dans l'entreprise. Et il va effectivement mettre en place toutes des choses pour le bien-être des gens. Alors, effectivement, c'est positif. Là où ça pose vraiment question, c'est euh, est-ce qu'il n'y a pas derrière ce rôle-là une façon de mettre sur les épaules de l'individu
la responsabilité de tout ce qui se passe au niveau de l'entreprise et du travail, qui normalement repose aussi sur, le fonctionnement repose sur la structure elle-même, sur le système, sur la forme de management qui est présente Mhm. dans l'entreprise. Oui. Et puis, bon, il faut quand même remettre en lumière aussi qu'une entreprise, son, un de ses objectifs quand même majeurs, c'est la rentabilité. Et oui, Il n'y a rien à faire. Et donc, très souvent, tout ce qui est mis en place dans une entreprise, c'est dans le but de cette finalité, de la rentabilité, y compris le, le bonheur au travail. et oui. Donc c'est un bonheur instrumentalisé pour autre chose. Là où les anciens, en philosophie, ils nous disaient bien que le bonheur était la fin ultime de la vie. On voit que là, dans ce cadre contemporain, ben, ça devient une forme de... On utilise le bonheur pour autre chose. Est-ce qu'il s'agit encore du bonheur? Ça pose vraiment des questions. Oui, oui, d'autant qu'il y a ces injonctions hein, qui sont parfois même pas nécessairement explicites, mais à partir du moment où il y a une politique de bien-être au travail, euh, eh bien, c'est pas trop bien vu, je pense, si quelqu'un va dire qu'il se sent pas bien et qu'il ne participe pas à tous ces outils qui sont mis en place pour le bien-être au travail. D'ailleurs, il suffit de regarder un peu les statistiques aussi ces dernières années, les cas de burn-out, bore-out, brown-out, les dépressions sont vraiment en croissance encore. Alors Oui, que aussi, ça coïncide depuis quelques années, ces trajets de bien-être au travail sont de plus en plus mis en place dans les grandes corporations. oui, Donc ça pose vraiment question là sur savoir mais quelle est la finalité finalement de ces trajets de bien-être au travail. oui. Puis il y a une forme d'inversion aussi. C'est le travail devrait contribuer à ce que chacun puisse être heureux dans sa vie. Et là, on se retrouve à, il faut, faut être en forme, il faut avoir une forme de bonheur imposé pour faire fonctionner finalement l'entreprise. Mais l'individu dedans peut devenir aussi, il y a beaucoup de pression, c'est lui qui est hyper responsable de la rentabilité de l'entreprise. Donc l'entreprise n'est plus au service non plus des individus qui la forment. Non, du tout. Et puis c'est vrai que quand t'as parlé tout à l'heure de développement personnel, moi ça fait bien une quinzaine d'années que j'avais entendu parler de ça pour la première fois euh, dans le cadre de toutes sortes de formations que j'ai suivies. Et les personnes qui parlaient de développement personnel, qu'elles suivaient un trajet de développement personnel, c'était dans le but de mieux fonctionner dans leur entreprise, justement. Et D'accord. donc, elles consacraient finalement des ressources et du temps pour le développement personnel au service de leur entreprise. Parce Mm. que le but final, c'était un peu ça. Et donc, parfois, ces trajets de dev perso étaient aussi financés par leur employeur, mais bon, on revient un peu dans cette histoire mais quelle est la finalité de cette quête du bonheur-là? Oui. Et est-ce que l'individu, évidemment, qui arrive, qui rentre bien dans la case, se sentira performant, mais ça reste hein, une forme de bonheur très individualiste finalement aussi. Oui, D'où la question après, ben, comment revenir à un collectif sain? Comment revenir à cet aspect collectif de manière saine où en fait c'est parce que je m'accomplis, j'agis et dans le faire, dans l'action, je contribue, je partage, je n'oublie pas mon individualité, mais en même temps, si le bonheur est dans la créativité, dans le faire, dans l'action, dans le développement de ses facultés, il est aussi dans le partage. et oui. Et ça revient aussi, ça vient rejoindre la pyramide des besoins de Maslow aussi. Le- Mhm. L'accomplissement, la contribution au collectif, justement. Et aussi, on peut faire la boucle avec Rosenberg, donc exercer pleinement mes talents au service de la vie et du collectif. Euh, Au service de la rentabilité, mais au service de la vie. au service de la vie, oui. Et bah, de toute façon, il suffit de réfléchir à comment
le bonheur et la joie, vraiment, les vrais qu'on ressent en plein cœur, on a tout de suite envie de les partager, en fait, Et- avec les autres. On revient vite, on a très envie, toujours, dès qu'on a une heureuse nouvelle à annoncer, on se dépêche de le faire. On a envie de le partager, on a envie que les autres puissent l'accueillir aussi, et ça a un impact en fait sur, pas seulement, ça a un impact au-delà de nous. C'est bien cette énergie de la joie qui peut se transmettre. C'est ça. Mm. Autant toute blessure est née en relation et guérie en relation, autant la joie, elle se multiplie en relation aussi. Ouais. Et elle se vit Donc pleinement en lien aussi. on se vit pleinement en lien. Et si on regarde notre parcours aussi, c'est vrai que on n'est pas tout seul en fait dans ce parcours depuis le début. C'est juste que, oui, à sortir du triangle qu'on a nommé le triangle de Karpman pour sortir de cet aspect sauveur où on prend pas, même pas, on prend pas soin de soi, mais c'est pour aller vers des liens de cœur, c'est pour aller vers finalement un collectif qui est nouveau, et c'est la finalité du parcours aussi. Oui, oui, oui. Il n'y a rien à faire, mais les personnes qui viennent en thérapie, au début, très souvent, peut-être pas à chaque fois, mais très souvent, euh, ce qui les amène en thérapie, là où elles n'en peuvent plus, c'est parce qu'elles rencontrent des difficultés dans leur relation. Quel que Mm. soit le domaine de la relation, c'est pas, ça n'a vraiment pas, il n'y a pas de règle là-dedans. Et l'objectif énoncé au départ, c'est de pouvoir nouer, nourrir des liens authentiques, épanouissants, dans lesquels chacun puisse se sentir en sécurité, et aussi de construire un lien sécure. Donc il y a le 1 plus 1 égale 3 parce qu'il y a le lien autour des deux protagonistes aussi qui rentrent en lien. Et, euh, et finalement, avec notre approche humaniste, bah, il se crée à travers l'alliance thérapeutique un collectif sécure dans lequel tout ça peut avoir lieu. Mm. Intéressant cette notion aussi de collectif sécure. Tu as aussi parlé de responsabilité citoyenne, hein, pour créer quelque part un monde meilleur, un collectif plus sain, quoi. Oui, oui, Mm. c'est vrai, en effet. Là, c'est une conséquence joyeuse, en fait. Si Oui. j'apprends à nouer des relations authentiques et vraies et sécurisantes, ben, je prends ma responsabilité citoyenne, oui, en effet. Et ça me donne aussi envie de citer Patrick Brunsteinas qui lui dit que le plaisir est individuel, mais le bonheur est collectif. Et donc ça vient réinterroger notre notion de bonheur. Au départ, en philosophie, on dit oui, le bonheur, ce serait un état de satisfaction global et durable, donc qui dure dans le temps et qui concerne notre vie entière. Mais on se rend bien vite compte que la satisfaction qui vient du plaisir, eh bien oui, elle n'est pas complètement suffisante, et que cette somme de satisfaction dans la vie ne donne pas nécessairement le bonheur. Et ce bonheur a un aspect aussi collectif. Et donc, quelque part, le bonheur de l'autre va avoir un impact sur mon bonheur à moi, il va ajouter à mon bonheur. Oui. Donc, être heureux, ça repose la question, hein, est-ce qu'on peut être heureux seul dans un monde malheureux? Ben oui et non, puisque oui, on a une responsabilité à prendre, mais non, on a aussi besoin que les autres aussi soient heureux. Et ce bonheur, d'ailleurs, a envie, la joie du bonheur veut se partager le temps à ça. Hmm. Oui, effectivement. Il n'y a rien de, je pense, plus gratifiant et plus joyeux que d'offrir quelque chose à l'autre. Oui, d'où en me réjouissant de son bonheur, moi aussi, en fait, je suis Oui, heureuse. oui. Et la somme, enfin le collectif est plus grand et plus que la somme des individus. Ouais. Et on touche à quelque chose de différent que juste la satisfaction d'un individu. Oui, Nietzsche aussi est intéressant en philosophie, hein. Je lirai un extrait tout à l'heure d'un texte de Nietzsche. En fait, ce qu'il nous dit, lui, c'est que il y a un oubli qui est nécessaire pour pouvoir à la fois vivre le bonheur et le partager avec les autres. Alors, c'est pas l'oubli dans le sens de ben, oublions tout ce qui nous est arrivé. La façon dont on peut le comprendre, c'est que
Comme on l'a vu, hein, évidemment, ce qui est arrivé, c'est important de l'accueillir, c'est important de l'accepter, de faire un chemin pour guérir tout ce qui a été blessé là. Mais ensuite, en découle une forme d'allègement. Je ne vais pas rester à ruminer tout ce passé, mais je vais pouvoir oublier, ça veut dire que je vais pouvoir m'alléger, je vais pouvoir lâcher prise sur toutes sortes de choses, ce qui va me permettre au présent de partager aussi Oui, et d'être plus heureux. et d'être plus heureux, oui. Je choisis de ne plus raisonner avec une souffrance passée. Ouais. Et dans la guérison, moi j'aime bien aussi, c'est ce qui redonne le pouvoir hein, sur sa vie, c'est qu'on a quand même une dimension de choix. Mm. Alors évidemment, il y a parfois des épisodes qui sont très très douloureux, des épisodes de vie, et c'est pas parce que... Et on peut pas dire à quelqu'un, mais t'as qu'à choisir de plus raisonner avec ta souffrance. C'est pas vrai, il y a tout ce cheminement dont on avait parlé que tu viens d'évoquer, à vraiment accueillir tout d'abord tout ce qui s'est passé, accepter que ça a bien eu lieu, et puis petit à petit on arrive justement à oublier, en tout cas, la résonance avec la souffrance Mm. aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui je peux commencer à être heureux. Ouais. Et parfois, ça va même, enfin, ça va avoir un impact pas seulement sur soi, mais il y a des souffrances qui sont à un niveau collectif aussi, hein. Et donc là, ça va être au niveau d'une collectivité qui a ce travail d'oubli, de mémoire, à la fois de mémoire et d'oubli, qui va permettre de s'alléger, quoi. Oui, D'où l'aspect collectif aussi. tout à fait. Et ça va dans les deux sens en fait, parce que si le collectif arrive tout doucement à s'alléger, c'est plus facile pour l'individu de retrouver aussi un soutien dans ce collectif pour s'alléger lui aussi. Mm. Et d'un autre côté, si chacun prend sa responsabilité citoyenne, eh bien, il induit dans le collectif ce- cet allègement aussi. Il y a vraiment une forme d'interdépendance, hein, d'aller-retour entre voilà, ce qui se passe dans mon monde intérieur et puis ce qui se passe dans le monde extérieur, et puis le fait on est en interdépendance les uns avec les autres. Exactement. En parlant d'interdépendance les uns avec les autres, je ne sais pas si tu voulais encore ajouter quelque chose. Non, vas-y. Sinon, moi, j'ai imaginé un petit exercice et il sera en deux phases. C'est-à-dire qu'on va faire la première phase ici pendant la vidéo. Et l'invitation, c'est de passer à l'action dans les jours qui suivent le moment où vous regarderez la vidéo. Moi, je sais déjà ce que je vais faire et ça me met vraiment en joie, ça m'amuse beaucoup. Donc voilà. Euh, donc je vais vous demander d'imaginer vraiment, de vous mettre dans la situation. C'est la situation idéale, hein, voilà, on ne s'occupe pas des circonstances. Vous êtes dans un moment où vous partagez une joie profonde, exubérante, je dirais, avec des proches, des amis, avec le cercle qui vous convient. Et donc tout le monde se marre vraiment bien. Et il y a oui, il y a cette atmosphère de partage de joie, de bonheur, ou alors où justement chaque individu ajoute au collectif. Et alors il y a cet entraînement comme ça qui vient. Et, euh, et prenez vraiment le temps. Je vais essayer de mettre la musique et puis on verra si ça fonctionne ou pas. Mais prenez vraiment le temps de laisser cette joie du partage, d'être là ensemble et de vivre ce moment de bonheur tous ensemble et de gaieté, hein, vraiment d'amusement. Euh, Laissez toutes ces sensations se diffuser vraiment dans chacune de vos cellules. Prenez le temps. Euh, Moi, je vais essayer de Séverine, tu me dis si on entend. Top. Et donc voilà, prenez juste un moment pour ça, dans dans cette joie et ce partage. Et je sais pas, vous pouvez imaginer des blagues, des rires, des gestes qui se passent.
que vous ressentez tout ça s'ancrer vraiment dans tout votre être. Vous pouvez faire un geste qui va vraiment l'ancrer, que vous puissiez vraiment vous connecter à ça, à cette joie partagée instantanément. Il y a peut-être une image qui vous vient aussi, vous pouvez l'associer. Voilà. Encore un petit peu d'ancrage. Et vous pouvez tout doucement revenir dans l'ici et maintenant. Je vais un peu diminuer tout ça petit à petit. Voilà. Et donc maintenant, plus d'excuses. Dans les jours qui viennent, vous organisez ce moment de partage et de joie. Merci pour ce moment de visualisation en musique. Ça met une belle énergie. Hmm. Avec plaisir et joie. Oui. Je vous Nietzsche. lis, oui, l'extrait de Nietzsche. Ça vient de la seconde considération intempestive. Dans le plus petit comme dans le plus grand bonheur, il y a toujours quelque chose qui fait que le bonheur est un bonheur. La possibilité d'oublier, ou, pour dire en termes plus savants, la faculté de se sentir pour un temps en dehors de l'histoire. L'homme qui est incapable de s'asseoir au seuil de l'instant, en oubliant tous les événements passés, celui qui ne peut pas, sans vertige et sans peur, se dresser un instant tout debout comme une victoire, ne saura jamais ce qu'est un bonheur, et, ce qui est pareil, ne fera jamais rien pour donner du bonheur aux autres. Imaginez l'exemple extrême, un homme qui serait incapable de rien oublier et qui serait condamné à ne voir partout qu'un devenir, celui-là ne croirait plus en soi. Il verrait tout se dissoudre en une infinité de points mouvants et finirait par se perdre dans ce torrent du devenir. Finalement, en vrai disciple d'Héraclite, il n'oserait même plus bouger un doigt. Tout acte exige l'oubli, comme la vie des êtres organiques exige non seulement la lumière, mais aussi l'obscurité. Un homme qui ne voudrait rien voir qu'historiquement serait pareil à celui qu'on forcerait à s'abstenir de sommeil, ou à l'animal qui ne devrait vivre que de ruminer et de ruminer sans fin. Donc, il est possible de vivre presque sans souvenir et de vivre heureux, comme le démontre l'animal, mais il est impossible de vivre sans oublier. Ou plus simplement encore, il y a un degré d'insomnie, de rumination, de sens historique qui nuit au vivant et qui finit par le détruire, qu'il s'agit d'un homme, d'une nation ou d'une civilisation. D'où l'importance de tout ce travail d'allègement hein, à travers l'accueil, l'acceptation et l'accomplissement. C'est ça. Une forme de lâcher prise. Oui. Merci pour cette lecture, Séverine. Eh bien, avec plaisir. Elle m'a emmené bien haut. Je voudrais conclure cet ensemble de vidéos hein, par une petite conclusion sur la... Tu nous as préparé, je crois, des citations hein, sur la relation d'aide. Oui, puisque nous avons mixé psycho et philo. euh, J'aime bien les deux, puisque quand même le fondement de l'approche que j'utilise, que nous utilisons dans les parcours thérapeutiques, c'est
l'approche humaniste qui a été développée par Carl Rogers dans les années 40. Euh, donc Carl Rogers est un psychologue américain et il y a deux citations de lui que j'ai relevées pour parler de ce qu'est la relation d'aide. Mm. Et donc la première, c'est la relation d'aide, c'est une relation dans laquelle l'un au moins des protagonistes cherche à favoriser chez l'autre la croissance, le développement, la maturité, un meilleur fonctionnement et une plus grande capacité à affronter la vie. Et puis il dit aussi que la relation d'aide, c'est une situation dans laquelle l'un des participants cherche à favoriser chez l'une ou l'autre des parties ou chez les deux une appréciation plus grande des ressources latentes internes de l'individu, ainsi qu'une plus grande possibilité d'expression et un meilleur usage fonctionnel de ces ressources. Parce que il avait, pour lui, la relation d'aide pouvait se faire ou dans un lien individuel ou aussi collectif en groupe, donc. Mm. Et si je mets ça en parallèle avec la définition de Marshall Rosenberg sur l'interdépendance, enfin sa, euh, sa dimension là de exprimer pleinement, exercer pleinement ses talents au service de la vie, eh bien nous arrivons vers la finalité du collectif finalement, où l'un se met au service de l'autre et met ses talents au service de l'autre aussi. Autant la personne qui est dans la relation d'aide comme accompagnant, finalement, que les personnes accompagnées, chacun développe ses talents au service de la vie. Oui, Mm. Merci, c'est vraiment aussi, ça nous montre qu'en fait, le collectif, quelque part, était là tout au long du parcours. oui, La relation était présente tout le temps. oui, c'est ça. Ce qui nous ramène à ces deux questions plus philosophiques, hein. Peut-on être heureux dans un monde malheureux et le bonheur est-il une affaire privée, sous-entendu, ou une affaire publique? Euh, puisque si c'est juste une affaire privée, est-ce que comme individu, je porte toute la responsabilité? Finalement, je peux tout seul être heureux sur une île déserte, hein. Alors parfois on en rêve, mais euh, on voit bien, comme on l'a dit, que finalement la finalité ultime, c'est quand même de créer ces relations qui sont authentiques, qui sont de cœur, qui permettent aussi un collectif plus sain, un collectif sécurisé. Donc, est-ce que c'est une affaire privée? En partie, oui, on a notre responsabilité à reprendre, on a à accueillir, accepter tout ce qui s'est passé. Et en même temps, c'est pas uniquement du privé. Le bonheur présent dans le monde va augmenter le mien, mon bonheur va augmenter celui du monde. Donc, si je vis uniquement dans un environnement où tout le monde est malheureux, ben, je vais avoir envie de changer ça, prendre soin de moi pour aussi prendre soin de ce qui est à l'extérieur ou changer ce qui est à l'extérieur, changer parfois d'environnement. Mais parce que tout seul, ça fonctionne pas, en fait. Non, il suffit de, mais il suffit de voir parfois, euh, je sais pas, quand les personnes cuisinent. Moi, quand je cuisine, par exemple, eh bien, je suis beaucoup plus en joie de cuisiner si je sais que je vais partager ce repas avec quelqu'un. Parce qu'il y a des jours, si je suis toute seule, eh bien, peut-être que j'aurais pas trop envie de faire cet effort. On avait parlé de faire des efforts, hein, et de choisir quel Oui. effort j'ai envie de mettre en place vers la quête du bonheur. Et finalement, le bonheur, oui, il est dans le partage. Parce que tout seul, être heureux, ok, mais j'en fais quoi après? Mm. Donc, l'extérieur a évidemment un impact sur notre bonheur au départ. Après, on reprend sa responsabilité. On a aussi envie de revenir vers cet extérieur. On diffuse autre chose. Exactement. Mm. On a quand même des neurones miroirs hein, aussi qui s'activent quand on voit, si je vois quelqu'un qui a la pêche en face de moi, ça va plus me donner un élan de vie qui va se réveiller chez moi aussi. Et à Ouais, l'inverse, si quelqu'un est ouais, plutôt déprimé, triste, il y a d'autres choses qui peuvent se réveiller. ouais. Et donc, il y a cette diffusion, j'ai envie de dire presque naturellement nécessaire, hein.
On a besoin de pouvoir partager le bonheur avec les autres. Oui, ça Si contribue je à suis notre en- bonheur. Ça va contribuer à notre bonheur. Sur cet aspect collectif aussi, ou cet aspect, est-ce que si le monde est malheureux, ben, peu importe, hein, moi j'arriverai de toute façon stoïquement à être heureux. Ben, Aristote, pour terminer avec lui, comme on avait commencé avec lui, dit que ben, dire que dans les pires malheurs on est heureux pourvu qu'on soit vertueux, c'est exprès ou non parler pour ne rien dire. Quelle belle conclusion. Pas beaucoup de Donc, paroles et très à l'essence, à et l'essentiel. oui. Mais c'est aussi que juste tout cet effort individuel n'est pas l'ultime finalité finalement. Oui. Et puis ce n'est pas vain de faire tout cet effort aussi. Puisque Mm. si au bout du compte, j'ai la finalité d'un collectif plus heureux, la responsabilité citoyenne. Et oui. C'est important hein, ce à quoi on aboutit ici parce que c'est pas souvent mis en avant. Quand on commence un parcours thérapeutique, on ne pense pas spécialement à ça. Mais enfin, moi, j'entends pas que c'est souvent mis en avant par rapport à la thérapie. Non. Et en même temps, si on regarde un parcours thérapeutique, on y arrive en fait. Peut-être que ce n'est pas nécessairement nommé, mais Mhm. au bout du compte, quand on regarde les personnes qui terminent et qui continuent leur chemin de vie, euh, il y a quelque chose de cet ordre-là de pouvoir, de se sentir capable en tout cas. Au moins ça. Il y a une confiance qui s'installe. Maintenant, je vais contribuer au collectif. Je peux donner quelque chose de moi parce que puisque j'ai réussi à un petit peu prendre soin de moi et que maintenant je sais faire. Maintenant, je peux aller vers les autres parce que j'ai envie en fait de partager. En fait, nous sommes des Ouais. êtres de lien et de partage. Mm. Et ça vient. Et c'est vrai que peut-être on devrait un peu plus le nommer. Mm. Il y a un nouvel espace de création dans la relation qui se crée. Donc, et peut-être que la personne continue hein, à aller vers les autres, mais la façon de le faire va changer. Ça va créer autre chose. Oui, et ça change le monde un petit peu. Et oui, un monde plus heureux. Un monde plus heureux. C'est tout le mal qu'on puisse lui souhaiter. Oui. Merci, Missia, avec le cœur hein, pour tout ce parcours parcouru ensemble sur ce chemin du bonheur, pour arpenter qu'est-ce que le bonheur, comment est-ce que il prend place dans nos vies, ou, comment la thérapie justement permet de parcourir un peu mieux ce chemin. Mm. Et la philosophie aussi. Oui, merci Séverine d'avoir amené cette dimension philosophique. Euh, Quand je regarde aujourd'hui le résultat de tout ça et l'impact que ça a aussi sur moi, sur mon cheminement intérieur quand même depuis le début de nos échanges et explorations. Bon, j'imaginais pas ça du tout. Pas, et j'aime beaucoup, j'apprécie vraiment le résultat que ça donne. Euh, et, et vraiment merci pour cet apport parce que il a été très précieux d'amener chaque fois un philosophe bien déterminé vraiment sur le point que nous voulions explorer. Et puis ça m'a rappelé un petit peu mes cours de philo, c'était très sympa. Et merci d'avoir, par notre interaction et notre interdépendance, permis que tout ça prenne vie sous cet angle justement psychophilo qui fait que, ben oui, ça nous appelle à transformer notre vie aussi, hein, Oui, concrètement. oui, oui, tout à fait. Je suis curieuse de voir la suite. Nous verrons bien. Et oui. Bien. Et puis merci à vous qui nous regardez, interagissez. Ouais, j'espère que ça vous aura amené quelque chose aussi. Une autre perspective peut-être, un autre angle de vue. Et puis à bientôt pour d'autres aventures. Exactement, c'est ce que j'allais dire. À bientôt pour de nouvelles aventures.